Je tiens d'abord, pour commencer sans prendre de retard, à remercier les organisateurs de cette belle et importante et nécessaire rencontre de m'y avoir convié. Je les remercie peut-être un peu moins de m'avoir donné comme devoir à traiter qu'est-ce que le droit naturel. Bon, il va de soi que je ne vais pas apporter de réponse à la question, même en reformulant en comment définir le droit naturel, ce qui est assez vite est devenu pourquoi je ne parviens pas à définir le droit naturel, et après tout, admettre ses limites, constater l'existence d'une hétéronomie, qu'on ne peut pas tout, c'est pas étranger à l'objet de notre rencontre. Je vais donc me contenter d'une présentation très incomplète de quelques approches du droit naturel au travers d'une série de citations très classiques, je vous l'ai dit, et qui n'a pas d'autre ambition que de constituer des petits rappels pédagogiques. Une sorte de circulation, de promenade entre des textes. Le premier, et vous voyez que je n'ai pas prétention à l'originalité, c'est le dialogue entre Antigone et Créon dans la pièce homonyme de 441. À son oncle, le tyran, le terme n'est pas péjoratif, le tyran de Thèbes qui avait interdit d'enterrer, qui avait interdit d'enterrer son frère, donc les lois de la cité interdisaient d'enterrer Polynice, Antigone oppose les lois des dieux, immémoriales, immuables, non écrites. Il importe peu que les dieux dont il s'agit soient les dieux d'en bas, il importe peu de savoir si Antigone est du côté d'une version archaïque du groupe social ou au contraire de la cité démocratique qui fonctionne sur la délibération. Hein, c'est la position d'Hegel contestée par Friedman. Ce qui m'intéresse, c'est le vocabulaire employé. Antigone commence par opposer dike, la justice, et nomos, la loi, en l'occurrence de la loi de la cité, mais ensuite, c'est le même mot à une micro-nuance près qui est utilisé pour désigner tant la loi des dieux que la loi des hommes. Nous avons donc bien deux espèces dans un genre commun. Et s'il m'est permis, pour aller vite, de recourir à l'argument d'autorité, Aristote ne s'y trompe pas. Il cite, quand il définit dans la rhétorique la loi naturelle, Aristote cite deux vers d'Antigone. La définition d'Aristote de la loi naturelle, hein, le passage essentiel, il existe par nature, tous les hommes le savent comme par divination, et ça c'est très important, il existe par nature, tous les hommes le savent comme par divination, une justice et une injustice communes, même en l'absence de toute vie sociale et de toute convention mutuelle. Et c'est après ça qu'il illustre par Antigone. Je me permets cependant une remarque face à ce monument fondateur du droit naturel que constitue Antigone, c'est qu'il n'y ait question ni de nature ni de droit. Qu'il ne soit pas question de nature, ce n'est peut-être pas très grave, d'abord parce que Aristote lui-même établit le lien, ensuite, parce que même si la nature, avant Socrate ou avant Platon, Aristote, n'est peut-être pas l'essence des choses autant qu'elle l'est après, renvoie plus à une constitution, bon, on voit qu'on est quand même dans le même ordre de domaine. Beaucoup plus grave, les Grecs n'ont pas de mots pour dire ce que nous désignons comme droit. C'est ce que les linguistes appellent l'hypothèse Sapir-Whorf. Nos représentations mentales, nos outils de la pensée, sont conditionnés, au moins en partie, par le vocabulaire dont nous disposons. Le fait que les Grecs n'aient pas un mot équivalent, de façon assez précise, à notre droit, est un vrai problème aussi pour l'historien. Comment procéder ? Comment faire l'histoire des concepts, d'un concept qui n'est pas désigné, sans une rétroprojection anachronique de ce qui, pour nous, est familier. Les Grecs ont évidemment une réflexion sur la loi, sur la justice ou le juste, dike, dikaion. Ils ont des procès, c'est pas fortuit, si Aristote définit la loi naturelle dans la rhétorique. Mais ils n'ont pas d'objet intellectuel défini et autonome qui correspondrait à notre droit, et ils n'ont pas de juristes. Et si on en croit l'expérience romaine, c'est parce qu'ils n'ont pas de juristes, qu'ils n'ont pas de droit. En soutenant cela, en me plaçant dans une perspective de sciences sociales en quelque sorte, je révoque en doute que toute société est par nécessité un droit. Ubi societas sibi ius, ce n'est pas un adage universel. La preuve, c'est que ce n'est pas un adage romain.
Il semble que la première occurrence, ce soit un obscur commentateur saxon de Grotius en 1675. Parce que le terme même de société, au sens où nous l'entendons quand nous disons nous, ubi societas sibi ius, c'est une signification radicalement moderne. Alors si je me livre à cette petite démonstration de contextualisation terminologique et conceptuelle, ce n'est pas seulement par goût du paradoxe, mais parce qu'on est au cœur d'un des problèmes majeurs que pose le justnaturalisme, le relativisme. Qu'est-ce qui est universel, naturel, et qu'est-ce qui est culturel? Une fois la nature inventée, et inventée par les présocratiques, aux deux sens du terme, c'est la grande question que posent les sophistes. Alors, je ne vais pas m'attaquer aux sophistes parce que on les connaît surtout au travers de Platon et ils sont un peu présentés comme le gendarme dans Guignol. Je vais travailler à partir d'un auteur beaucoup plus sympathique. C'est Hérodote. Au milieu du 5e siècle, il s'intéresse à l'humanité dans son ensemble. On connaît l'ouverture de l'enquête. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis, soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Voilà. Il y a une commune humanité qui dépasse très largement les clivages politiques et culturels. Hérodote ne suppose pas de supériorité a priori de certains groupes humains sur d'autres, des Grecs sur les barbares. Et il est donc amené à dresser le constat que ce qui est tenu pour naturel par les uns est contre nature pour d'autres. Cela est mis en scène pour illustrer qu'un tyran fou ou un roi fou, un usurpateur, Cambyse, a eu tort de s'attaquer à la coutume. Bon, je ne rentre pas dans les enjeux de traduction. Et pour ça, il dit chacun est très attaché à sa façon de faire, à ses coutumes, à ses mœurs, à ses lois, qu'importe, nomos. Hein. Darius, le grand roi, le roi des rois, réunit des habitants des deux extrémités de son empire. De l'extrême occident viennent des Grecs d'Asie. Et Darius leur dit « Combien faut-il vous payer pour que vous mangiez des morts ?» Et les Grecs sont horrifiés, c'est absolument monstrueux, on ne mange pas les morts. C'est contre nature de manger les morts. Darius se retourne et il s'adresse ensuite à des Indiens, les Kalassis, nous dit Hérodote. Et alors, il précisait qu'il y a un truchement, qu'il y a un interprète. Ils ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue, mais parce qu'ils ne sont pas dans le même univers mental. Combien faut-il vous payer pour que vous brûliez vos morts? Et ces gens-là disent, mais c'est affreux, brûler les morts, c'est contre nature. Les morts, bien entendu, on les mange. Ce qui est naturel pour les uns est contre nature pour les autres, et réciproquement. La coutume est la reine du monde, conclut Hérodote. Montaigne, le Montaigne des cannibales, évidemment, s'en souviendra. Il n'y a pas d'invariant anthropologique. Il n'y a pas de comportement humain qui soit... donc il faudrait passer à Montaigne si vous voulez bien. Il n'y a pas de comportement humain qui soit universellement prescrit ou universellement proscrit. On trouve toujours des exceptions et ce qu'on pense déduire de la nature risque de n'être que le reflet de nos préjugés. La portée du texte d'Hérodote traduit d'ailleurs, suivant la façon de traduire, varie d'ailleurs, suivant la façon de traduire nomos. J'ai mis en série une dizaine de traductions, mais le sens au total est toujours le même. Et on débouche sur le scepticisme. Je l'illustre donc par l'apologie de Raymond Sebon, et on pourrait regarder, bon, évidemment je passe les textes extrêmement vite, hein, c'est purement rhétorique cette façon de procéder, vous n'aurez même pas le temps de les lire, il faudrait regarder très finement comment Pascal, c'est l'image suivante, comment Pascal reprend et reformule Montaigne en s'en démarquant subtilement. La loi, même arbitraire dans son contenu, est un outil au service du juste. Ça a été énoncé tout à l'heure, hein, c'est l'exemple du code de la route. On sort de l'absurde pour retrouver du sens et, en l'espèce, de la raison. La solution à ce problème du relativisme, on va encore sauter à la page suivante si vous voulez bien, c'est Saint-Augustin. La solution au problème du relativisme a été énoncée dans le passage d'Aristote cité tout à l'heure.
avec cette espèce de divination qui donne un sens du juste à tout homme, de la loi naturelle à tout homme. J'aime beaucoup la formulation qu'Augustin donne de cette idée au tout début du passage fameux sur le vol des pommes. Le voleur n'aime pas être volé. Si le voleur vole, ce n'est pas qu'il ignore que c'est mal. Il le sait très bien et il ne veut pas le subir. C'est de sa part un choix moral. Dès lors que la nature humaine est d'être raisonnable, la loi naturelle, le sens du juste, lui est accessible. Cicéron, et je vais encore vous demander de changer, Cicéron le dit explicitement. Bon, là aussi, c'est un texte extrêmement fameux, je crois qu'il est dans les photocopies qui nous ont été distribuées. Si je cite Cicéron, c'est tout de même pour marquer que la transition de la construction philosophique grecque aux juristes romains passe par les stoïciens, et on peine à trouver des canaux qui soient des canaux aristotéliciens. En parvenant aux juristes romains, la loi naturelle grecque se combine avec le droit des gens, jus iuncium, une construction de la pratique, les Romains sont des gens pratiques, qui postule que par-delà la diversité des organisations politiques, des groupes sociaux, et des systèmes juridiques, il y a des règles universelles, à commencer par pacta sunt servanda, il faut respecter ses engagements. Et par ce moyen, les Romains ont pu établir, à Rome en tout cas, des relations juridiques avec des non-romains, et des cités différentes ont pu avoir des relations juridiques. Donc ce droit des gens correspond à notre droit international public et, sous certaines conditions de définition, même privé, Gentium, Gentes, renvoyant au peuple, à l'origine, les clans familiaux, les descendants de même ancêtres mythiques. Je vais vous demander de passer à Ulpien, s'il vous plaît. Alors, sans parler de hiérarchie, au sens de hiérarchie des normes, Ulpien, au début du IIIe siècle, propose donc, pour le droit privé, un emboîtement tripartite, droit naturel, droit des gens, droit civil. Et pour construire cet emboîtement, il élargit le droit naturel aux animaux. Il n'est pas anodin pour les questions qui nous réunissent que l'exemple qu'il mobilise immédiatement soit celui du mariage dérivant naturellement de la procréation et de l'éducation des enfants. Mais que les animaux suivent le droit naturel a été contesté, car ils agissent par instinct et non par raison. Aussi, on va passer à Gaius si vous le voulez bien, c'est le passage juste immédiatement suivant dans les instituts, celui qui suit Ulpien. Gaius, donc au début de la décennie 160, préfère une division en deux, droit naturel et droit des gens étant à peu près confondus. Gaius, il écrit au début de la décennie 160, et il insiste sur la raison universelle, sur la raison naturelle, universellement partagée. Alors, ces incertitudes amènent comment on divise, amènent à poser la question de savoir si les grandes définitions placées à l'entrée des instituts, à l'entrée du digeste, à l'entrée des grands monuments, des grandes compilations du droit romain, réalisées par Justinien au début du VIe siècle, correspondent vraiment à des catégories intellectuelles opératoires pour les juristes consultes romains classiques. On passe à la slide suivante, sur l'ex specialis. Il serait évidemment très hasardeux de raisonner avec nos outils contemporains de hiérarchie des normes dans de telles matières. Par exemple, le droit naturel se soumet au principe lex specialis derogat legi generali. Il y a des lois qui peuvent s'imposer contre le droit naturel. Ou pire, pour Ulpien, il y a des institutions du droit des gens, comme l'esclavage, qui l'emportent sur le droit naturel, en l'occurrence la commune liberté originelle des êtres humains. Je renvoie ici à la démonstration de Yann Thomas, qui s'est appuyé sur bien plus que les quelques références très classiques que j'ai glanées au début des instituts et du digeste. Les juristes consultes romains ont très sérieusement réduit le périmètre de la nature dans le droit, et loin de lui reconnaître une fonction structurante qui s'impose aux hommes, ce qu'avait fait la philosophie aristotélicienne, ils utilisent la nature dans une perspective qui demeure strictement casuistique, simplement comme un outil pour construire des fictions, sans jamais en tirer de conséquences systématiques. Pour autant,
la notion de droit naturel et celle de droit des gens dans le contexte à la fois de concurrence entre puissances souveraines et de conquête de territoires et de populations jusqu'alors inconnues, cette notion de droit naturel et de droit des gens se retrouve étroitement liée à nouveau au début du XVIIe siècle avec Grotius et toute l'école du droit de la nature et des gens. Beaucoup de choses ont évidemment changé depuis Aristote. Je vais vous demander de passer à l'homme animal politique. Je les signale sans les expliquer, certaines ont déjà été signalées. La plus visible, sans doute, c'est que la nature de référence a évolué. Il ne s'agit plus d'un ordre objectif du monde, extérieur à l'homme, mais de la nature de l'homme lui-même, sous l'effet, ça c'est la grande thèse de Michel Villet, du subjectivisme qui peut-être trouve sa naissance dans le nominalisme avec Dunscott et Occam. La rationalité juridique classique qui cherchait la conformité à une objectivité extérieure se transforme, ça a été dit et redit déjà, en exercice d'une volonté en pouvoir. Et le concept de pouvoir, et le mot de pouvoir, c'est un concept éminemment moderne. Ça associe deux choses qui jusqu'alors ne l'étaient pas, à partir en substance de Machiavel, la double dimension de potentia et de potestas, de possibilités concrètes, matérielles, et puis d'autorisation à le faire, tout ça au prix de l'abandon de l'ancienne logique finaliste. Dans le même temps, la rationalité moderne, post-cartésienne, pour aller très vite, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, en développant son ambition mathématique et systématique, a pour idéal de ne plus se référer qu'à elle-même. Je l'illustre partiellement en confrontant la présentation classique de l'homme animal politique par Aristote à sa reformulation par Grotius. Chez Aristote, puisque l'homme est un animal politique, et je traduis bien zoon politikon par politique, de la cité, il sort de l'animalité grâce à la cité. Et ce caractère de vivre avec ses semblables s'appuie de façon suréminente sur le langage, qui permet non seulement d'échanger des informations, Weber dirait des jugements de fait, mais aussi de décider du bien et du mal, enfin de constater le bien et le mal, et donc on est dans l'ordre des jugements de valeur qui font de la cité, les valeurs partagées qui font de la cité. La paraphrase que donne Grotius d'Aristote insiste sur une naturelle socialité de l'homme, en supposant une nature humaine pleinement constituée avant que l'homme ne soit en société. Le terme de société, ici, renvoie à quelque chose qui est du côté de l'artifice déjà, et ça va être systématisé, bien entendu, avec les théories du contrat social. C'est pour cela qu'il est impossible que les Romains aient pu formuler un adage comme ubi societas ibius, parce qu'ils n'ont pas le concept de société dans ce sens-là. Il faut attendre les théories du contrat social. Et au passage, c'est très classique, on observe chez Grotius et ses épigones qu'a joué le rasoir d'Occam, on a coupé quelque chose qui était inutile dans la mécanique, on a enlevé une pièce qui ne servait plus à rien, croyait-on, et cette hypothèse dont le système n'a plus besoin, c'est l'existence de Dieu. Alors évidemment, Occam a sorti ça de tout un tas de précautions rhétoriques, etiam si daremus, même si nous accordions que Dieu n'existait pas, ça fonctionnerait, bien sûr ce serait absolument horrible, il ne faut pas le faire, n'empêche qu'il l'a dit. Si donc on ne peut que souscrire à l'opposition qu'on pourrait détailler point à point entre le droit naturel classique et le droit naturel moderne, qui glisse, qui est au sommet d'une pente qui va vers le positivisme, cette opposition qui a été mise en scène par Léo Strauss, l'irruption de la volonté dans la détermination du droit pose une question redoutable, c'est la loi de Hume. Le problème est de savoir si on peut tirer, et Hume répond non, évidemment, les modernes répondent non, si on peut tirer une prescription d'une description. Un devoir-être peut-il se définir à partir de l'être ? Donc, est-ce que le droit est simplement produit d'une opération de connaissance, ou est-ce que le droit implique, une connaissance de la nature en l'occurrence pour ce qui nous intéresse, ou est-ce que le droit implique une opération de volonté ? La première façon de répondre à cet argument
consiste à marquer que la loi humaine connaît nécessairement des limites, qu'elle ne peut pas vouloir certaines choses, ou que sa volonté n'aurait alors pas de sens. Un exemple fameux, dans l'État d'Indiana en 1897, je ne raconte pas le détail, mais un brave homme avait découvert une façon de calculer le nombre pi, et à la suite de différents événements, un processus législatif a été lancé pour inscrire son calcul dans la loi de l'État, jusqu'à ce qu'on se rende compte que son calcul était faux. Et ça résonne avec un des exemples que mobilise Montesquieu pour présenter le justnaturalisme, en disant quoi que veuillent les hommes, les proportions à l'intérieur du cercle, elles sont toujours identiques. C'est pas parce qu'il n'y a pas de loi pour l'énoncer. Quand il n'y avait pas de loi pour l'énoncer, il y avait déjà tous les rayons du cercle avaient tous la même longueur. Ce problème que j'illustre ici de façon neutre et rapide par une question qui est une question d'ordre mathématique, matériel en quelque sorte, elle se pose aussi dans d'autres matières. Je pense en particulier aux lois mémorielles. Que peut dire la loi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont hors de sa portée? Une autre façon, pour rejeter cette exigence hyperlogique de la loi de Hume, est de raisonner en termes de vérité, non pas absolue, mais tendancielle. Ce qu'Aristote connaissait bien déjà, c'est la question du monstre. Une fois sur je ne sais pas combien de millions, va naître un mouton à 5 pattes. Ça n'invalide pas le fait que le mouton est par nature un animal à 4 pattes. Et c'est quelque chose qui nous est très familier aujourd'hui, cette notion de vérité tendancielle, dans les sciences sociales. Depuis Durkheim, relisez le suicide. Cet indoxa, cette opinion informée et probable, indoxa c'est le terme aristotélicien, les juristes de droit savant, au Moyen-Âge, l'exprimaient par une très belle formule, la commune opinion des docteurs. Mais, on va passer à la Déclaration des droits de l'homme, je crois qu'il y a encore une autre façon de répondre à cette contradiction des modernes. Les modernes cherchent un contenu a priori au droit naturel, ce qui aboutit à cette philosophie des droits de l'homme, à cette auto-fondation de l'humanité qui se substitue à la divinité. L'iconographie est très explicite. On représente les tables de la loi sous la forme de deux rectangles avec un sommet arrondi. On représente la Déclaration des droits de l'homme en mobilisant exactement la même iconographie. Mais malgré l'extraordinaire expérience juridique romaine, je vais vous demander de sauter encore un coup, on ne trouve pas à Rome beaucoup de contenu à donner au droit naturel. Au droit naturel classique, jusqu'à présent nous avons évoqué le mariage, nous avons évoqué pacta sunt servanda. Il y a quelques autres éléments qui sont assez vagues et généraux de l'ordre des définitions du droit et de la justice, ces définitions qu'on met en début d'un cours de première année et souvent qu'on oublie. Je voudrais attirer votre attention sur une formulation particulière qui reprend, mais en la changeant un petit peu, un énoncé qui au départ est de Cicéron, l'idée qu'il faut rendre à chacun le sien comme définition de la justice. Cette reformulation, c'est Justitia est constans et perpetuas voluntas, ius sum quique tribuens. Ce qui est important, c'est le rendre à chacun, non plus le sien, mais son droit. Alors, vous voyez, une espèce de quelque chose qui nous prend à rebours logiquement, ce n'est pas le droit qui se réfère à la justice, c'est la justice qui se réfère au droit. Ce renversement nous met sur la piste d'une approche qui nous donne peut-être une clé de l'énigme. Le justnaturalisme classique ne se saisit pas par des énoncés fixistes, mais par une logique, une démarche, un esprit, si j'osais, il n'est pas du côté de la lettre, il est du côté de l'esprit. Aristote, d'ailleurs, avait pris en compte la mutabilité de la nature de référence dans un mouvement symétrique à celui par lequel il reconnaissait que des lois, au départ arbitraires, conventionnelles, devenaient un outil du juste. Rouler du bon côté de la route, ça évite les accidents, c'est bien. Socrate ne dit pas autre chose dans la prosopopée des lois. Il me semble, et c'est la dernière image, la dernière slide, il me semble que le jurisconsulte Paul, au début du IIIe siècle, exprime bien cet esprit du justnaturalisme classique. Alors, je ne tiens pas compte du contexte qui renvoie peut-être aux polémiques entre Sabinus et Labéon ou les Proculiens.
je m'intéresse simplement à la formulation. Il faut tirer la règle du droit et non le droit de la règle. Essayer de reformuler en remplaçant régula par norme, ça ne marche pas du tout. Donc là, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui ne nous est pas contemporain. Ça ne fonctionne pas comme on veut faire fonctionner le droit aujourd'hui. C'est un petit peu le contraire de la théorie réaliste de l'interprétation de mon cher ami Michel Tropper. Le droit, dans cette idée, le droit préexiste à son énoncé. Et celui-ci, cet énoncé, ne peut être déduit que de l'application du droit, dans une logique qui demeure tout de même fondamentalement casuistique. C'est toujours dans des situations concrètes que le juste s'apprécie par l'ajustement de règles juridiques qui ne sont que des outils, qui ne sont que des règles comme un double décimètre, qui ne sont pas des finalités. La règle est un instrument de mesure, ce n'est pas une valeur par elle-même. Et pour finir, je tiens à signaler, peut-être ceux qui ont réussi à suivre quelques éléments s'en seront aperçus, qu'il y a un trou dans mon exposé. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, j'ai fait l'impasse sur le christianisme. Alors, ça présentait, particulièrement sur saint Thomas, ça présentait pour moi l'avantage que, comme j'avais à courir la poste, ça me permettait de sauter plus d'un millénaire et demi. Et puis, peut-être que c'est trop facile. Admettre la révélation, c'est retourner le rasoir d'Occam, poser en postulat l'existence de Dieu, ça rend les choses, ça les fait beaucoup mieux fonctionner. Évidemment, ça marche mieux avec Dieu. Mais je crains que dans notre société sécularisée, procéder ainsi, dire qu'on part de Rome, c'est pas, en termes de communication, si vous voulez, c'est pas la bonne façon de procéder, parce qu'on risque de s'opposer tout de suite, de se voir opposer tout de suite l'objection de oui, mais moi, je ne sais pas forcément où je vais, mais je pars pas de Rome, donc le dialogue est rompu. C'est pour ça que j'ai voulu insister, malgré peut-être des formulations cryptotomistes, j'ai voulu insister sur des sources avant tout antiques ou anticléricales. Je vous remercie.